Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La junte militaire guinéenne, désormais au pouvoir, concrétise ses engagements. 79 prisonniers politiques du régime d'Alpha Condé ont été libérés ce 7 septembre, soit 2 jours après le coup d'État. Des élections générales décisives se sont tenues ce mercredi 8 septembre au Maroc. L'avenir du parti islamiste de la justice et du développement est en jeu. Ce parti est à la tête de l'exécutif depuis plus de 10 ans. Et lancement de la 13e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo en Côte d'Ivoire. Après annulation et report, le FEMUA, grand rendez-vous culturel, se tient du 7 au 12 septembre sous le thème Paix et développement. C'est l'une des décisions fortes des putschistes guinéens qui ont renversé le président Alpha Condé. 79 prisonniers politiques ont été remis en liberté ce 7 septembre, soit 2 jours après le coup d'État militaire. Ces opposants avaient été arrêtés lors de la contestation contre le 3e mandat controversé d'Alpha Condé. Les précisions de Nathalie Moho. Chose promise, chose due. La libération des prisonniers politiques est effective en Guinée. Ce sont 79 activistes et militants de l'opposition qui ont été remis en liberté ce 7 septembre 2021. Ces libérations sont la conséquence immédiate d'une des premières décisions fortes de la junte militaire au pouvoir. Vous avez dit non! Vous avez dit non à l'injustice! Vous avez dit non au vol! Vous avez dit non au mensonge. Donc dès jeudi, nous allons organiser une grandiose manifestation pour célébrer votre libération. Et bien entendu, rendre hommage à ceux qui ont pris la responsabilité de vous libérer de toute charge. Il a fallu 24 heures au secrétariat à la justice installé par le Comité national de rassemblement et du développement, le CNRD, pour exécuter la recommandation du colonel Mamadi Doumbouya. Le symbole de cette vague de libération est l'activiste politique Fonike Mengue, condamné à 11 mois de prison dans le cadre des manifestations contre le 3e mandat d'Alpha Condé. La procédure concerne environ 400 prisonniers civils et militaires, selon des avocats. Il s'agit de personnes considérées comme étant arrêtées en raison de leurs opinions politiques ou des personnes qui ont parlé à des mouvements de protestation. Il y a également le dossier des militaires, mais dans le temps, nous nous sommes entendus sur 2 listes concernant des détenus civils. Donc, je peux vous dire que, en ce qui concerne ces 2 listes, l'ordre de mise en liberté a été déjà signé par le procureur général. En ce qui concerne les militaires, comme ils sont nombreux et disséminés à travers le pays, pour ne pas prendre le risque d'en oublier certains, nous avons décidé de nous retrouver demain ou après-demain pour pouvoir les recenser tous. Outre la libération de ceux qui étaient appelés les prisonniers d'Alpha Condé en Guinée, le chef du pouvoir militaire en place a instruit la réouverture du siège de l'Union des forces démocratiques de Guinée. La fermeture du quartier général remonte au lendemain du scrutin présidentiel du 18 octobre 2020, élection que l'opposant Cellou Dalein Diallo avait perdue face au président déchu Alpha Condé. Toujours concernant la situation qui prévaut en Guinée, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest semble avoir suivi les recommandations du président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo, qui s'est opposé le 7 septembre à des sanctions économiques à l'endroit de la Guinée, déjà en difficulté. Les dirigeants des États membres de la CEDEAO, réunis par visioconférence, ont simplement décidé ce mercredi de suspendre la Guinée des instances de décision de l'organisation et de dépêcher dès ce jeudi une mission dans le pays pour s'entretenir avec les nouvelles autorités. Les Marocains étaient appelés aux urnes ce mercredi 8 septembre dans le cadre des élections législatives communales et régionales. Le principal enjeu de ces élections était l'avenir du parti islamiste de la justice et du développement, mais aussi le taux de participation avec un taux d'abstention de 58% en 2016. Le point dans ce sujet de Joël Ballot, commentaire Corinne Camden.
Quelques 18 millions d'électeurs marocains étaient appelés aux urnes ce mercredi 8 septembre dans le cadre des élections législatives et locales. Ces élections générales devraient déterminer l'avenir du parti islamiste de la justice et du développement à la tête de l'exécutif depuis plus de 10 ans et dont la gestion est remise en question par les Marocains. En réalité, le mouvement, le PJD, est en train de compter ses forces. Il voit cette descente aux enfers, c'est-à-dire que c'est une érosion continue. Il y a un appel à la mobilisation pour pouvoir continuer à exister. Et je pense que le Maroc, qui est aussi dans une forme d'ambiguïté sociétale, c'est-à-dire qu'il y a une partie extrêmement islamisée, les Marocains d'en bas, et qui sont très sensibles au discours de l'islam politique, et il y a une partie de l'élite marocaine qui est extrêmement occidentalisée, qui a d'autres manières de penser le monde, et ces deux Marocs-là voisinent et ne se fréquentent pas. Un nouveau mode de calcul basé sur le nombre des électeurs inscrits et non des votants a été inauguré lors de ce scrutin. Les électeurs marocains éliront de ce fait les 395 députés de la Chambre des représentants et plus de 31 000 élus communaux et régionaux. C'est un test grandeur nature pour voir le degré de mobilisation du parti islamiste, et on voit qu'ils sont, en tout cas, c'est un sursaut qu'ils souhaitent avoir pour pouvoir se maintenir dans le jeu. Et c'est tout l'enjeu de ce scrutin. Donc pour les élections, pour les conseillers communaux et régionaux. Et on va le savoir bientôt, on va savoir exactement la cartographie politique avec le poids de chaque parti dans ce pays assez paradoxal en réalité. Le taux de participation est donc l'un des enjeux majeurs de cette élection. Le nouveau chef du gouvernement sera issu du parti ayant reçu le plus grand nombre de votes. Et il est à noter que les premiers résultats des élections générales marocaines sont tombés après le dépouillement de 96% des sièges au Parlement. Le parti Rassemblement national des indépendants a remporté 97 sièges. Vient ensuite le parti Authenticité et Modernité avec 82 sièges. Notons que le parti islamiste PJD à la tête du gouvernement depuis une décennie subit une déroute spectaculaire en n'obtenant que 12 sièges au Parlement contre 125 sièges auparavant. C'est un nouveau souffle dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 qui sévit depuis un an. La Tanzanie a décidé de se doter de capacités internes en installant 25 usines de production d'oxygène à travers le pays. Le but, éviter la pénurie d'oxygène grâce à la production locale et aider les patients atteints de la Covid-19 souffrant de complications respiratoires. Les explications de Robert Tobogbe. De l'oxygène local, soit une capacité à remplir 200 bouteilles par centrale génératrice. C'est le cap fixé par les autorités tanzaniennes pour combattre le Covid-19. L'ingénieuse initiative a été lancée au lendemain de la formation d'un comité de conseil auprès de la chef de l'État, Samia Suluhu Hassan, sur les mesures de lutte contre la pandémie. Une grosse bouffée d'oxygène pour les populations. L'installation des centrales génératrices d'oxygène aidera à résoudre les pénuries d'oxygène en cas d'augmentation du nombre de patients Covid-19 qui développent des complications respiratoires. L'installation des usines de production d'oxygène est financée en partenariat avec le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Face au manque de fonds nécessaires, les plateaux techniques ne sont pas les mieux fournis. Au plus fort de la crise sanitaire, de nombreuses initiatives locales ont émergé pour pallier le manque, à l'exemple de celle portée par cet ingénieur camerounais qui apprécie hautement l'initiative tanzanienne. Je vois avec beaucoup de satisfaction l'initiative tanzanienne. Je note une volonté forte de se doter de capacités internes dans un secteur structurant comme la production d'oxygène. Je note surtout la volonté de le faire de manière décentralisée. C'est vraiment un modèle à suivre. Il faut savoir que la riposte anti-Covid a drainé beaucoup de fonds et il est aberrant pour des États de consacrer tous ces fonds exclusivement à des dépenses frénétiques vers l'étranger.
Une pandémie comme le Covid doit être l'opportunité de faire émerger le génie local, de structurer positivement le secteur de la santé en faisant de plus en plus confiance à des intrants de santé locaux. En Tanzanie, l'éradication du coronavirus fait désormais partie des priorités de la présidente de la République. Il y a quelques mois, avec les membres du comité sur le Covid-19, elle supervisait activement les contours du projet d'usine à oxygène. Dans le reste de l'actualité, en Gambie, le rapprochement entre deux formations politiques crée une onde de choc. Le secrétaire général du parti de l'ancien président Yahya Jammeh, Fabakary Tombong, a annoncé le 5 septembre une alliance avec le parti de l'actuel président Adama Barrow, et ce à 3 mois de l'élection présidentielle prévue le 4 décembre. Les termes de cet accord ne sont pas connus. Toutefois, cette entente devrait faciliter le retour de Yahya Jammeh en Gambie, qui est actuellement exilé en Guinée équatoriale. Cette alliance a été qualifiée de trahison par les groupes de défense des droits humains qui remettent en question la volonté du gouvernement de poursuivre juridiquement l'ancien chef de l'État qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 21 ans. Les autorités ivoiriennes embrayent sur la sécurité routière avec un nouveau dispositif, un programme de vidéo-verbalisation qui est entré en vigueur ce 7 septembre et qui notifie aux automobilistes leurs infractions par SMS. Le but, réduire considérablement le nombre d'accidents de la route au cours des 12 prochains mois. Plus de détails avec Philomène Tine. C'est avec un dispositif composé de radars fixes, des radars mobiles embarqués, des véhicules avec les équipes de la gendarmerie nationale et de la police nationale, ainsi que des caméras de vidéo-verbalisation que le gouvernement ivoirien compte réduire le nombre d'accidents de la route dans les 12 prochains mois. C'est ainsi que le programme de vidéo-verbalisation intégrant un système de transport intelligent pour lutter contre l'incivisme sur les routes ivoiriennes a été déployé dès ce 7 septembre. Ceux qui conduisent mal sur les axes routiers équipés de radars et de caméras seront verbalisés. C'est un pas important que nous venons de franchir qui va servir d'exemple et de modèle à beaucoup de pays de la sous-région. Selon les autorités routières ivoiriennes, 92% des accidents de la circulation sont liés au comportement des conducteurs et des usagers de la route. Afin d'instaurer une sécurité routière optimale, les contrevenants au code de la route recevront des notifications des infractions par SMS sur l'espace digital du centre de gestion intégré et de manière physique avec la vidéo-verbalisation. La vidéo-verbalisation permettra d'avoir plus d'opportunités et va déclencher systématiquement le dispositif verbalisation et puis les sanctions et la répression. Et oui, les limites, c'est que la vidéo peut alerter, mais après, il faut mettre en place tout le dispositif pour que le maillage du territoire se fasse et que les gens qui ont été verbalisés puissent être, entre guillemets, attrapés, de sorte à faire appliquer ce que la vidéo a indiqué. Au cours des 4 premiers mois de l'année 2021, la Côte d'Ivoire a enregistré environ 300 accidents graves qui ont occasionné plus de 200 décès, confirmant ainsi l'ampleur de l'insécurité routière. Alors, le gouvernement a récemment adopté une stratégie nationale pour la sécurité routière sur la période 2021-2025. Elle vise la réduction de 50% du nombre de morts et de blessés sur les routes ivoiriennes. La culture reprend ses droits en Côte d'Ivoire. La 13e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, qui avait été reportée en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19, a débuté. Ce rendez-vous culturel organisé par le célèbre groupe ivoirien Magic System se tient du 7 au 12 septembre à Abidjan. Plus de détails avec notre envoyé spécial Hortense Assaga. Enfin, le FEMUA, c'est par ces mots que le commissaire général Assalfo Salif Traoré a déclaré ouverte la 13e édition du FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo à l'origine et d'Afrique aujourd'hui, tant ce festival est devenu majeur sur le continent. Une 13e édition reportée pour cause de pandémie, bien entendu, et qui, avec un ouf de soulagement, va se tenir cette année, ici à Anoumabo, cette semaine, et va montrer sur scène quelques pointures de la musique africaine et internationale. Aujourd'hui,
nous avons le plaisir de relancer ce FEMUA qui, pour moi, caractérisera la reprise des actions culturelles, surtout du secteur de la musique en Côte d'Ivoire. 20 artistes viendront du monde entier pour égayer les populations, mais surtout pour sensibiliser. Quelques noms, Pape Diouf du Sénégal, le Sénégal d'ailleurs qui est le pays invité ici à l'occasion de cette 13e édition. Vous aurez également le grand Mopao, je ne sais plus quel surnom lui donner, mais Koffi Olomidé sera sur scène. VG Dream, on aura également Mix Premier, Soumbil, des artistes donc ivoiriens, africains et internationaux. Le FEMUA ne sera pas seulement un FEMUA de musique, il sera aussi un FEMUA de sensibilisation. Il sera un FEMUA qui va appeler cette jeunesse qui est encore réticente à se faire vacciner. C'est pourquoi des dispositions ont été prises au sein de l'INGS pendant le FEMUA pour que des centres de vaccination soient installés afin de permettre à tous ceux qui voudraient se faire vacciner de le faire en toute quiétude. Le thème cette année, c'est paix et développement en association avec l'Union européenne. En fait, la jeunesse ici est au cœur de cette 13e édition, comme toujours, je tiens à le souligner. Mais c'est surtout un moment pour dire que la culture continue malgré le Covid, malgré la pandémie. Et c'est ici à Abidjan, à Anoumabo, que ça se passe. Alors, suivez-nous. Le monde des médias ainsi que celui de la culture ont subi une grande perte ce mercredi 8 septembre. Le Camerounais Amobe Emevégué est décédé à l'âge de 52 ans d'un foudroyant paludisme. Journaliste à RFI pendant une dizaine d'années avec son émission Plein Sud et présentateur de l'émission À l'affiche sur France 24. Il était connu pour son immense culture, sa bonne humeur et son savoir-vivre. L'ensemble de la rédaction d'Africa 24 présente ses condoléances à sa famille. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.